chaque partie visiblement distincte d'une plante ou d'un animal est donc descriptible dans la mesure où elle peut prendre 4 séries de valeurs. Ces 4 valeurs qui affectent un organe ou élément quelconque est le déterminant. C'est ce que les botanistes appellent sa structure. Par la structure des parties des plantes, on entend la composition et l'assemblage des pièces qui en forment le corps. Elles permettent aussitôt de décrire ce qu'on voit et de 2 manières qui ne sont ni contradictoires ni exclusives. Le nombre et la grandeur pouvant toujours être assignés par un compte ou par une mesure. On peut donc les exprimer en termes quantitatifs. En revanche, les formes et les dispositions doivent être décrites par d'autres procédés, soit par l'identification à des formes géométriques, soit par des analogies qui toutes doivent être de la plus grande évidence. C'est ainsi qu'on peut décrire certaines formes assez complexes à partir de leurs traits visibles, ressemblance avec le corps humain, qui sert comme de réserve au modèle de la visibilité, et fait spontanément charnière entre ce qu'on peut voir et ce qu'on peut dire. La structure, en limitant et en filtrant le visible, lui permettent de se transcrire dans le langage. Par elle, la visibilité de l'animal ou de la plante passe tout entière dans le discours qui la recueille. Et peut-être, à la limite, lui arrive-t-il de se restituer elle-même au regard à travers le mot, comme dans ces calligrammes botaniques dont rêvait Linné. Il voulait que l'ordre de la description, sa répartition en paragraphes, et jusqu'à ces modules typographiques reproduisant la figure de la plante elle-même, que le texte, dans ses variables de forme, de disposition et de quantité, est une structure végétale. Il est beau de suivre la nature, de passer de la racine
aux tiges, aux pétioles, aux feuilles, aux pédoncules, aux fleurs. Il faudrait qu'on sépare la description en autant d'alinéas qu'il existe de parties dans la plante. Qu'on imprime en gros caractères ce qui concerne les parties principales en petites lettres, l'analyse des parties de parties. On ajoutera ce que par alors on connaît de la plante. À la manière d'une dessinateur qui complète son esquisse par des jeux d'ombre et de lumière. La dombration contiendra exactement toute l'histoire de la plante, comme ses noms, sa structure, son ensemble extérieur, sa nature, son usage. Transposé dans le langage, la plante vient s'y graver et sous les yeux du lecteur, elle recompose sa pure forme. Le livre devient l'herbier des structures et qu'on ne dise pas que c'est la rêverie d'une systématicienne qui ne représente pas l'histoire naturelle en toute son extension. Chez Buffon, qui fut adversaire constant de Linné, la même structure existe et elle joue le même rôle. La méthode d'inspection se portera sur la forme, sur la grandeur, sur les différentes parties, sur leur nombre, sur leur position, sur la substance même de la chose. Buffon et Linné posant la même grille. Leur regard occupe sur les choses la même surface de contact. Les mêmes caisses noires ménageant l'invisible, les mêmes plages claires et distinctes s'offrant aux mots. Par la structure, ce que la représentation donne confusément est dans la forme de la simultanéité, se trouve analysé et offert par là au déroulement linéaire du langage. La description, en effet, est à l'objet qu'on regarde ce que la proposition est à la représentation qu'elle exprime. Sa mise en série, élément après élément,
mais en se souvenant que le langage sous la forme empirique impliquait une théorie de la proposition et une autre de l'articulation. En elle-même, la proposition demeurait vide. Quant à l'articulation, elle ne formait véritablement discours qu'à la condition d'être liée par la fonction apparente ou secrète du verbe être. L'histoire naturelle est une science, c'est-à-dire une langue, mais fondée et bien faite. Son déroulement propositionnel est de plein droit une articulation. La mise en série linéaire des éléments découle la représentation sur un mode qui est évident et universel. Alors qu'une même représentation peut donner lieu à un nombre considérable de propositions, car les noms qui la remplissent l'articulant sur des modes différents. Un seul et même animal, une seule et même plante seront décrits de la même façon. Dans la mesure où de la représentation au langage règne la structure. La théorie de la structure qui parcourt dans tout son étendue. L'histoire naturelle à l'âge classique superpose dans une seule et même fonction les rôles que jouent dans le langage la proposition et l'articulation. Et c'est par laquelle lie la possibilité d'une histoire naturelle à la Mathis. Elle ramène en effet tout le champ de visible à un système de variables dont toutes les valeurs pouvant être assignées, sinon par une quantité, du moins par une description parfaitement claire et toujours finie. En poudant entre les êtres naturels, établir le système des identités et l'ordre des différences. Adenson estimait qu'un jour on pourrait traiter la botanique comme une science rigoureusement mathématique et qu'il serait loisible d'y poser des problèmes comme on fait en algèbre ou en géométrie. Trouver le point le plus sensible qui établit la ligne de séparation ou de discussion entre la famille des scabilleuses et celle du chèvrefeuille. Ou encore trouver un genre de plante connue, naturelle ou artificielle, n'importe, qui tient le juste milieu entre la famille des apocynes
est celle des braches. La grande prolifération des êtres à la surface du globe peut entrer par la vertu de la structure, à la fois dans la succession d'un langage descriptif et dans le champ d'une mathésis qui serait science générale de l'ordre. Et ce rapport constitutif, si complexe, s'instaure dans la simplicité apparente d'un visible décrit. Tout ceci est d'une grande importance pour la définition de l'histoire naturelle dans son objet. Celui-ci est donné par des surfaces et des lignes, non par des fonctionnements ou d'invisibles tissus. La plante et l'animal, se voyant moins en leur unité organique que par la découpe visible de leurs organes. Ils sont pattes et sabbats, fleurs et fruits, avant d'être respiration ou liquide interne. L'histoire naturelle parcourt un espace de variables visibles, simultanés, concomitants, sans rapport interne de subordination ou d'organisation. L'anatomie au XVIIe et au XVIIIe siècle a perdu le rôle recteur qu'elle avait à la Renaissance et qu'elle retrouvera à l'époque de Cuvier. Ce n'est pas que la curiosité est diminuée entre-temps, ni le savoir régressé, mais la disposition fondamentale du visible et de l'énoncable ne passe plus par l'épaisseur du corps. De là, la préséance épistémologique de la botanique, c'est que l'espace commun aux mots et aux choses constituait pour les plantes une grille beaucoup plus accueillante, beaucoup moins noire que pour les animaux, dans la mesure où beaucoup d'organes constitutifs sont visibles sur la plante, qui ne le sont pas chez les animaux. La connaissance taxonomique à partir de variables immédiatement perceptibles a été plus riche et plus cohérente dans l'ordre botanique que dans l'ordre zoologique. Il faut donc retourner ce qu'on dit d'ordinaire. Ce n'est pas parce qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, on s'est intéressé à la botanique qu'on a porté l'examen sur les méthodes de classification, mais parce qu'on ne pouvait
Savoir est dire que dans un espace taxinomique, de visibilité, taxonomique de visibilité, la connaissance des plantes devait bien l'emporter sur celle des animaux. Jardin botanique et cabinet d'histoire naturelle étayant au niveau des institutions les corrélatifs nécessaires de ce découpage et leur importance pour la culture classique ne tient pas essentiellement à ce qu'ils permettent de voir, mais à ce qu'ils cachent et à ce que, par cette oblitération, ils laissent surgir, ils dérobant l'anatomie et le fonctionnement, ils occultant l'organisme, pour susciter devant des yeux qui, en attendant la vérité, la visible relief des formes, avec leurs éléments, leur mode de dispersion et leurs mesures. Ils sont le livre aménagé des structures. L'espace où se combinant les caractères et où se déployant les classements. Un jour, à la fin du XVIIIe siècle, Cuvier fera même base sur les bocaux du muséum. Il les cassera et disséquera toute la grande conserve classique de la visibilité animale. Ce geste iconoclaste auquel Lamarck jamais ne se résoudre ne traduit pas une curiosité nouvelle pour une secrète qu'on n'aurait ni le souci, ni le courage, ni la possibilité de connaître. C'est bien plus gravement une mutation dans l'espace naturel de la culture occidentale, la fin de l'histoire, au sens de Tournefort, de Linné, de Buffon, d'Adanson, au sens également où Boissier de Sauvage l'entendait quand il opposait la connaissance historique du visible à celle philosophique de l'invisibilité, du cachet et des causes. Et ce sera aussi le début de ce qui permettent, en substituant l'anatomie au classement, l'organisme à la structure, la subordination interne au caractère visible, la série au tableau, de précipiter dans le vieux monde plat et gravé noir sur blanc, des animaux et des plantes, toute une masse profonde, de temps à laquelle on donnera le nom renouvelé d'histoire. Part 4. Le caractère. La structure. C'est cette désignation du visible qui, par une sorte
de tri prélinguistique lui permettent de se transcrire dans le langage. Mais la description ainsi obtenue n'est rien de plus qu'une manuel de nom propre. Elle laisse à chaque être son individualité stricte et n'énonce ni le tableau auquel il appartient, ni le voisinage qui l'entoure, ni la place qu'il occupe. Il est pure et simple désignation. Et pour que l'histoire naturelle devienne langage, il faut que la description devienne nom commun. On a vu comment, dans le langage spontané, les premières désignations qui ne concernaient que des représentations singulières, après avoir pris leur origine de le langage d'action et dans les racines primitives, ayant acquis peu à peu, par la force de la dérivation, des valeurs plus générales. Mais l'histoire naturelle est une langue bien faite. Elle ne doit pas accepter la contrainte de la dérivation et de sa figure. Elle ne doit prêter crédit à aucune étymologie. Il faut qu'elle réunisse en une seule et même opération ce que le langage de tous les jours tient séparé. Elle doit à la fois désigner très précisément tous les êtres naturels et les situer en même temps dans le système d'identité et de différence qui les rapproche et les distingue des autres. L'histoire naturelle doit assurer d'une seule tenante, une désignation certaine et une dérivation maîtrisée. Et comme la théorie de la structure rabattait l'une sur l'autre l'articulation et la proposition, de la même façon, la théorie du caractère doit identifier les valeurs qui désignent et l'espace dans lequel elles dérivent. Connaître les plantes, dit Tournefort, c'est savoir précisément les noms qu'on leur a donnés par rapport à la structure de quelqu'une de leurs parties. L'idée du caractère qui distingue essentiellement les plantes, les unes des autres, doit être invariablement unie au nom de chaque plante. L'établissement du caractère est à la fois assez et difficile. Et c'est puisque l'histoire naturelle n'a pas à établir un système de noms à partir de représentations difficiles à analyser, mais à la fonder sur un langage qui s'est déjà déroulé dans la description. On nommera non pas à partir de ce qu'on voit, mais à partir des éléments que la structure a déjà fait passer à l'intérieur du discours.
Il s'agit de bâtir un langage second à partir de ce langage premier, mais certain et universel. Mais aussitôt apparaît une difficulté majeure. Pour établir les identités et les différences entre tous les êtres naturels, il faudrait tenir compte de chaque trait qui a pu être mentionné dans une description. Tâche infinie qui recoulerait l'avènement de l'histoire naturelle dans un longtemps inaccessible. S'il n'existait des techniques pour tourner la difficulté et limiter le travail de comparaison, ces techniques, on peut a priori constater qu'elles sont de deux types. On peut bien faire des comparaisons totales, mais à l'intérieur des groupes empiriquement constitués où le nombre des ressemblances est manifestement si élevé que l'énumération des différences ne sera pas longue à parachever. Et ainsi de proche en proche, l'établissement des identités et des distinctions pourra être assuré. Ou bien choisir un ensemble fini et relativement limité de traits dont on étudiera chez tous les individus qui se présentent les constances et les variations. Ce dernier procédé, c'est ce qu'on a appelé le système. L'autre, la méthode. On les oppose comme on oppose Linné à Buffon et à Anderson, à Antoine Laurent de Jussieu, comme on oppose une conception rigide et claire de la nature à la perception fine et immédiate de ses parentés. Comme on oppose l'idée d'un naturel immobile à celle d'une continuité fulminante des êtres qui communiquent entre eux, se confondant et peut-être se transformant les uns dans les autres. Pourtant, l'essentiel n'est pas dans ce conflit de grandes intuitions de la nature. Il est plutôt dans les réseaux de nécessité qui, en ce point, a rendu possible et indispensable le choix entre deux manières de constituer l'histoire naturelle comme une langue. Tout le reste n'est que conséquence logique et inévitable. Le système délimite. Parmi les éléments que sa description juxtapose avec minutie, tel ou tel d'entre eux, ils définissent la structure privilégiée et à vrai dire exclusive, à propos de laquelle on étudiera l'ensemble des identités ou des différences. Toute différence qui ne portera pas sur un de ces éléments sera réputée indifférente. Si comme le Linné, on choisit pour notre caractéristique toutes les parties différentes de la
fructification, une différence de feuilles, ou de tiges, ou de racines, ou de pétioles, devra être systématiquement négligée. De même, toute identité qui ne sera pas celle de l'un de ces éléments n'aura pas de valeur pour la définition du caractère. En revanche, lorsque, chez deux individus, ces éléments sont semblables, ils reçoivent une dénomination commune. La structure choisie pour être le lieu des identités et des différences pertinentes. C'est ce qu'on appelle le caractère, selon Linné. Le caractère se composera de la description la plus soignée de la fructification de la première espèce. Toutes les autres espèces du genre sont comparées à la première, en bannissant toutes les notes discordantes. Enfin, après ce travail, le caractère se produit.